à tous, très heureux de vous avoir à nouveau ce soir, bien nombreux je l'espère, et j'en profite pour vous souhaiter encore une fois une excellente année 2026, tonitruante, et surtout d'excellentes fêtes en famille pour cette Noël 2025. Et sans plus tarder, nous allons entamer le sujet du jour que je vous avais promis, à savoir le métal argent. Alors, j'ai intitulé ce live La revanche de l'argent. Vous voyez, il y a plein d'affiches de cinéma. La revanche de l'argent. Pourquoi Parce que j'intitule ça La revanche de l'argent, mais tout simplement, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'évolution de ce live. Voilà. Alors, pour commencer, je voudrais vous dire que je ne vais pas parler de argent, enfin, pardon, je vais le dire autrement. Je vais prononcer le mot argent quand j'indique ceci, hein, des petits billets comme ça. Voilà, ça, un petit billet, ça j'appelle de l'argent. D'autre part, je parlerai de silver lorsque je parlerai du métal argent. Parce que, curieusement, en français, eh bien, on utilise le même mot pour le métal, mais aussi pour la monnaie. C'est un peu bizarre? Non, c'est pas bizarre du tout, puisqu'il y a évidemment une raison historique à cela. Alors, je vais diviser ce live en 3 chapitres. Le premier chapitre, je vais parler de l'argent, la monnaie. Ensuite, dans le deuxième chapitre, je vais parler du silver, c'est-à-dire le métal argent. Et le troisième chapitre, très court, qui sera le chapitre des bonnes nouvelles. Voilà. Alors, sans plus tarder, commençons par l'argent, la monnaie. Quelle est la fonction première de la monnaie? Eh bien, c'est évidemment de permettre le transfert de valeur, c'est-à-dire le transfert de valeur dans le cadre d'échanges, dans l'espace, c'est-à-dire à travers de vastes distances, et en subissant le moins de pertes possible, bien évidemment. Alors, historiquement, si on regarde dans le très ancien temps, ce que nous disent les historiens et même les paléontologues, c'est que la première monnaie, c'était le bétail. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, 2000, 3000, 4000 ans avant Jésus-Christ, il est évident que comment dirais-je, le souci premier des gens, c'était de se nourrir, évidemment. Nourrir et avoir chaud, etc. etc. Bon, donc, la première monnaie, c'était le bétail. Et pourquoi est-ce que le bétail était de la monnaie? Tout simplement parce qu'il permettait, ce bétail, eh bien, ça permettait de pouvoir tout seul, à travers de vastes plaines et de vastes distances, sans véritablement avoir de pertes, puisqu'il s'engraissait au fur et à mesure de la marche en broutant à droite et à gauche. Et donc, par conséquent, le bétail était considéré comme une monnaie. Et tous les gens qui avaient beaucoup de bétail étaient considérés comme riches, et ceux qui n'avaient pas beaucoup de bétail étaient considérés comme pauvres. D'ailleurs, dans le langage de tous les jours, on dit toujours, eh bien, certaines personnes ont des avantages pécuniaires. Ça veut dire quoi, les avantages pécuniaires? Ça vient du mot pecus, latin, qui veut dire bétail, et pécuniaire qui se rapporte à l'argent. Donc vous constatez bien que dans la langue de tous les jours, eh bien, on retrouve encore cette idée de bétail égale la monnaie, égale un moyen de paiement. Voilà. Donc ça, c'est la première fonction de la monnaie. La deuxième fonction de la monnaie, c'est de permettre le transfert de valeur dans le temps, toujours en subissant le moins de pertes possible. Et graduellement, le bétail a été remplacé par le sel. Pourquoi? Parce que le sel, on peut le transporter, c'est facilement transportable, c'est un petit peu moins encombrant que le bétail, hein, soyons clairs, et en plus, ça se conserve tant que c'est bien emballé, sauf que si évidemment ça prend l'eau, le sel, donc il fallait veiller à ce que le sel reste le plus sec possible, et sur des grandes distances, on perdait quand même pas mal de sel. Mais il n'empêche que le sel avait une deuxième fonction, c'était la préservation des aliments, et c'est pour ça que le sel a remplacé graduellement le bétail comme monnaie. Alors bien évidemment, il y a eu aussi les coquillages, les pierres brillantes, je ne sais pas moi, le miel, qui était très rare à l'époque, etc. Tout ça, c'était
considéré comme, entre guillemets, moyen d'échange, ce que nous appelons de l'argent aujourd'hui, mais je parle évidemment de temps très très reculés, bien avant Jésus-Christ. Et le sel a remplacé le bétail, et d'ailleurs, on a encore dans notre langage toujours ceci, quand on parle d'un salaire, eh bien ça vient du mot sal, le latin pour sel. Donc le salaire, c'est rien d'autre que ce qu'on payait les gens, et on les payait en sel, et même jusqu'à Louis XIV, on payait des gens en sel plutôt qu'en pièces d'argent ou en pièces d'or, parce que le sel était le seul moyen de préserver sur une longue période la nourriture. C'est pour ça qu'on mangeait extrêmement salé dans le temps, parce que, évidemment, si on veut garder de la viande longtemps, ben, il faut la saler pour la dessécher. On la fumait aussi. Et toute dans notre langue, il y a toujours cette histoire, et c'est ça qui est passionnant, d'aller chercher l'étymologie des mots, parce qu'on peut y retrouver plein d'indications sur qu'est-ce qu'il y avait de la valeur dans le temps. Donc sel, sal, salaire, c'est tout à fait lié, c'est la même racine. Mais bien évidemment, on a très très vite, même déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, commencé à remplacer le bétail et le sel par autre chose. Alors pour vous montrer quelques indications à propos du sel, je signale qu'il existe un magnifique, mais c'est vraiment un endroit qu'il faut aller voir, c'est près de Dole, dans le Doubs, c'est les salines royales de Arc et Sénan. C'est vraiment très 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 beau, c'est des superbes bâtiments. Et ces bâtiments que vous voyez là à gauche, ce demi-cercle, eh bien il y avait un aqueduc de 14 km qui partait d'une mine de sel, et le sel était dilué dans de l'eau, était transporté par ce aqueduc jusqu'à Arc et Sénan et était séché sur place par des grands feux où on récupérait le sel par évaporation de l'eau. Ce sont des sites tout à fait intéressants à visiter. Si un jour vous passez dans le Doubs à côté de Dole, je vous invite vraiment à aller voir, c'est magnifique. Et il y a aussi une autre saline royale bien connue dans la Moselle, à Dieuze, qui, là aussi, vous voyez le bâtiment sur la photo de droite. Et partout en France, il y avait des endroits où on exploitait le sel gemme, le sel dans les mines, mais aussi le sel côté de la mer Méditerranée et la mer Atlantique, puisque le sel de Guérande, c'est bien connu, les marais salants, tout ça a été... Et beaucoup de ces salines appartenaient au roi, et c'était pour le roi une façon de percevoir des impôts, puisque les gens payaient la gabelle. La gabelle, c'est-à-dire l'impôt sur le sel, sur chaque fois qu'il voulait avoir du sel, qui était, je le répète, un des seuls moyens de conserver les aliments. Et on a gardé dans notre jargon, dans notre quotidien, les mots quotidiens, le mot de gablou, le gablou qui était un douanier, mais le douanier était aussi le perceveur, le percepteur, de l'impôt sur le sel, donc de la gabelle. La photo en haut à droite que vous voyez, eh bien cette photo-là, c'est un des bâtiments de Arc et Sénan, et c'est là que les gens venaient acheter le sel pour la conservation des aliments. Donc vous voyez que le sel, ça a été quelque chose de vraiment très 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 important en termes de monnaie. Le problème, je vais revenir donc évidemment aux deux fonctions de la monnaie. Le problème de la fonction de la monnaie, c'est le maintien aussi de la valeur, c'est-à-dire transporter de la valeur dans le temps sans perte considérable. Donc il faut évidemment que la valeur de cette monnaie, quelle qu'elle soit, ne se délite pas, ne se détériore pas pendant le transport, pendant son utilisation, par sa quantité ou à travers simplement le temps. Exemple, si un sac de sel se crève pendant le transport, évidemment, c'est une valeur qui disparaît. Si on utilise le sel pour saler les aliments, on ne peut pas récupérer ce sel. Donc le sel se délite pendant son utilisation. Évidemment aussi par sa quantité, parce que s'il y a trop de quantité, dans le temps, on ne pouvait véritablement exploiter le sel que de deux façons. C'était le soleil dans les marais salants ou par des grandes chaufferies qui permettaient de produire du sel. Aujourd'hui,
le sel ne vaut plus rien parce qu'on peut le produire de quantité industrielle. Et donc, automatiquement, la valeur de cette monnaie, entre guillemets, a périclité complètement. Et enfin, par le temps. Si on prend des métaux, par exemple, eh bien, si on prenait par exemple le fer ou le cuivre comme monnaie, et il y a eu des périodes où le cuivre a été une monnaie, le problème c'est que le cuivre s'oxyde à une vitesse VV', et qu'un métal oxydé n'a évidemment pas la même valeur qu'un métal pur. Et donc, il fallait absolument trouver quelque chose qui permette le maintien de la valeur constante, qui est véritablement une constante. Et c'est pour ça que graduellement, eh bien, évidemment, deux métaux sont apparus très très rapidement dans les années Nabucodonosor, donc 2000 avant Jésus-Christ. Eh bien, il fallait évidemment déjà créer, et c'est à ce moment-là on a créé des pièces qui étaient frappées, des pièces qui étaient de l'argent plus ou moins. Le graphinage n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, évidemment, mais c'était quand même des pièces à très haute teneur d'argent et à très haute teneur d'or qui sont en fin de compte devenus la monnaie, c'est-à-dire des moyens de paiement, mais aussi des moyens de thésaurisation. C'est-à-dire qu'on peut payer avec ça, ça peut échanger un bœuf contre autant de pièces d'or, mais par contre, si on avait trop de pièces d'or, on peut les garder pour sa retraite. Voilà. Et donc, on va en parler aussi. C'est donc évidemment une fonction de l'État. La fonction seconde de la monnaie permet de transfert de valeur dans le temps en subissant le moins de pertes possible, est évidemment liée au besoin de convertir ce qu'on appelle des revenus en richesses et des richesses en revenus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, historiquement, les gens étaient payés, le revenu, le salaire, était payé en métal argent, en pièces d'argent. Et quand on avait trop de pièces d'argent pour son utilisation quotidienne, pour ses besoins quotidiens, eh bien, on transformait cet argent contre de l'or. Pourquoi? Parce que l'or est véritablement un métal, c'est le seul métal qui ne s'oxyde absolument pas et qui donc permet une conservation de valeur absolue, parfaite. Et cet or-là servait essentiellement à se créer de la richesse, c'est-à-dire qu'on gardait cet or pour la période de retraite, pour quand on ne pouvait plus travailler, de façon à ce qu'on puisse transformer cet or, richesse, en revenu, c'est-à-dire un moyen de vivre, de subsister dans sa vie de tous les jours en tant que retraité. Et donc, très vite, dans l'histoire de la monnaie, il y a eu l'argent qui servait de salaire, de paiement du travail, et l'or qui était, si vous voulez, la conservation, ce que nous appelons aujourd'hui, entre guillemets, c'est l'équivalent du livret A, de l'assurance vie, enfin de toutes les formes de placement qu'on a qui sont destinées à préserver la valeur de tout ce qu'on a produit jusqu'à présent. Voilà, donc ça, il faut comprendre que c'est très important, cette fonction. Et donc, bien évidemment, ce que nous voulons, c'est que l'argent que nous mettons de côté pour notre retraite garde son pouvoir d'achat. Si en 2000, j'ai mis de côté, je dis n'importe quoi, 2500 € et que j'ai mis dans un livret A, eh bien, si je regarde aujourd'hui ce que ces 2500 € qui sont toujours sur mon livret A augmentés de quelques petits intérêts, est-ce que ces 2500 € achètent la même chose que les 2500 € que j'ai mis en l'an de grâce 2000 dans mon compte? Eh bien, malheureusement, je dois constater, à mon grand désarroi, que ça ne paye plus ou ça n'achète plus que moins de 20% de ce que je pouvais acheter avec les mêmes 2500 € en l'an 2000. Et ça ne fait que 25 ans. Si vous travaillez 45 ans, vous imaginez un petit peu la perte de pouvoir d'achat de nos retraites, enfin de l'argent qu'on met dans la retraite. Et l'État, ce grand dégueulasse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit: ah, mais vous avez mis 2500 €, vous avez reçu autant d'intérêts sur ces 2500 €, bam, je vous taxe, alors qu'il ne calcule même pas l'inflation. L'inflation n'est jamais calculée dans nos impôts. Nos impôts ne tiennent absolument pas compte de l'inflation. Et donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que l'inflation est un impôt déguisé. Parce que, à cause de l'inflation, eh bien, la perte de pouvoir d'achat
est un impôt. C'est exactement la même chose qu'un impôt. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de raconter. Alors, pour vous donner un exemple, je vais seulement vous donner un exemple, j'ai fait un petit calcul un jour que j'ai mis sur un tableau Excel. D'accord? C'est comment est-ce que l'assurance vie vous présente les choses. Alors, j'espère, je suis vraiment désolé parce que le tableau, les choses sont écrites en petit, donc veuillez m'excuser, prenez éventuellement une copie écran de cette planche, simplement pour avoir le calcul. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul? Eh bien, je me suis dit, voilà, imaginons que je paye chaque année, je dis bien chaque année et pas chaque mois, une prime d'assurance vie de 1000 euros. C'est juste un exemple. Si c'est 10 000 euros, ben vous ajoutez un zéro partout et puis c'est fini. Bon. Donc, je paye une assurance vie de 1000 euros chaque année. Et je paye ces 1000 euros pendant 25 ans. Donc, si je vous voyez le tableau ici, la colonne à côté des années, en 1, en 2, etc., la colonne de gauche, c'est les années. Ici, vous voyez chaque fois 1000 euros qui apparaissent, c'est les 1000 euros que je verse. La société d'assurance, généralement, prend en moyenne 4% de frais pour son fonctionnement. C'est normal, elle doit payer son personnel, elle doit payer ses bâtiments, elle doit payer toutes sortes de choses. Elle doit aussi payer ses propres impôts. Donc, elle prend 4% sur les primes, soit 40 euros. Donc, j'ai pris une colonne ici. Et vous voyez, j'espère, ma flèche qui descend. Eh bien, c'est tous des petits 40 euros qui sont déduits de ces 1000 euros. Donc le solde, ce qui est réellement investi en assurance vie, réinvesti par la société d'assurance, c'est au fait 960 euros la première année. Imaginons que la société d'assurance est capable de nous procurer un revenu net, je dis bien net, de 3% sur ces 960 euros. Donc la colonne que vous voyez ici, eh bien, le premier chiffre, qui est de 28,80, c'est 3% de 960. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'année d'après, eh bien, je vais reverser 1000, dont on va ôter 40, c'est-à-dire 960. Donc j'aurai 2 fois 960 plus 28,80 euros les intérêts de la première année. Ça fait donc un total de 1948,80 euros. Ces 1948,80 euros produisent 3% d'intérêt, c'est-à-dire 58,48 euros. L'année numéro 3, je rajoute encore 1000 euros, moins 40 euros. Donc j'ajoute aux 1948 plus 58,46, j'ajoute de nouveau 960 euros et j'atteins la somme de 2967,26 euros qui produit 3% d'intérêt, ce qui me fait 120,49. Et donc, toute la colonne, c'est 25 fois le même processus. J'ajoute chaque année 960 à la somme de l'année précédente plus les intérêts. Et j'obtiens quoi en fin de parcours? Eh bien, j'obtiens une somme de 35 000,89 euros. Et donc, l'assureur vous dit, voilà monsieur, voilà madame, regardez quelle belle assurance, vous aurez versé au total sur 25 ans 25 000 euros, et vous allez récupérer 35 000 euros, 10 000 euros de plus, c'est 50% en plus. Vous ne connaissez pas le calcul, vous ne voyez pas comment c'est fait, vous dites, waouh, c'est génial, je vais gagner 10 000 euros en plus, c'est-à-dire pas tout à fait 50, c'est 40% en plus. Donc vous vous frottez les mains. Seulement, ce que, au moment où vous souscrivez cette assurance vie, vous ne calculez pas, c'est l'inflation. Parce que, évidemment, vous dites, bon, ben, je vais toucher 35 000. Et vous allez toucher 35 000. Mais le problème, c'est que ces 35 000, est-ce qu'ils valent encore la même chose que les 25 000 que vous aurez versés au départ? Et ça, c'est tout le problème. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un deuxième tableau. J'ai rajouté, donc, avec l'inflation. Avec l'inflation, c'est quoi? Eh bien, j'ai ici, donc, 960 euros. Mais imaginons que je prends simplement l'inflation officielle qu'on a eue pendant des années, soit 2,7% en moyenne. D'accord? Je ne parle évidemment pas de l'inflation depuis l'année 2020. Je fais un calcul sur une période de temps où l'inflation était relativement modérée, c'est-à-dire 2000 à
de 2000 à 2020, mais j'ai continué sur 50, sur 25 ans. Donc, si je prends une inflation de 2,7%, je dois ôter 2,7% de 960 euros, puisque j'ai versé 1000, la société a pris 40, 1000 moins 40, ça fait 960. Maintenant, je calcule 2,7% que j'ôte de 960, ce qui me donne en réalité 25,92 euros qu'on va m'enlever, que réellement en termes de pouvoir d'achat, il y a 25,92 euros qui seront ôtés, mais j'aurai quand même un rendement, donc c'est-à-dire un intérêt que l'assurance va me donner de 3%, soit 28,80. Donc voilà, je prends ça. Donc la première année, je fais un gain de combien réel? Eh bien de 28,80 moins 25,92, ça fait, je gagne à peu près 2,82 euros sur mes 960 euros. On n'est plus du tout dans du 3%. On est d'accord? C'est 3% moins 2,7, c'est du 0,3% que je gagne en réalité si je calcule l'inflation. Si je fais le même calcul que tout à l'heure, donc j'ai de nouveau mon argent, mes 960 moins plus les 3 euros, pardon, ça fait 963 euros, plus 960, j'arrive donc à 1922,88 euros. Et ça, je fais de nouveau le calcul. J'enlève 2,7% d'inflation et je calcule 3% d'intérêt. Et je fais comme ça jusqu'au bout. Eh bien, ce que je constate, c'est qu'à la fin du parcours, j'ai payé 25 000 euros sur 25 ans, mais je touche en réalité en francs constants, c'est-à-dire en déduction de l'inflation, je touche 24 884,20 euros. C'est-à-dire que je touche moins que les 25 000 euros que j'ai versés. Et ces 24 884, c'est simplement déduction faite de 2,7% d'inflation. Aujourd'hui, on est dans du 6 ou du 8%. Vous comprenez bien que là, mon pouvoir d'achat dégringole de façon catastrophique. Donc ça, c'est la réalité exprimée en argent. Maintenant, si je prends, donc ici j'ai marqué, en réalité, à cause de l'inflation, le pouvoir d'achat du résultat nominal est inférieur à ce que vous avez, à ce qu'on vous verse, d'accord? Mais si vous aviez fait la même chose avec des pierres précieuses, donc on va dire, imaginez que vous ayez fait, je vois que c'est difficilement lisible, or argent versus assurance vie, voilà. Donc si je fais la même chose avec l'assurance vie, je calcule l'inflation et je calcule les frais. Donc à la société où moi j'ai mis mon argent, j'ai fait le calcul pour moi-même, eh bien la première année, si je verse 1000, la société ne m'enlève pas 4%, mais 3% de frais. D'accord? Donc je verse 1000 euros chaque année, chaque fois elle me prend 30 euros sur mes 1000 euros. Je calcule aussi une inflation à 2,7%, mais quelle a été l'augmentation moyenne du prix de l'or ou des pierres précieuses? Pas de l'argent, parce que l'argent a été artificiellement maintenu bas, je vais l'expliquer tout de suite, mais de l'or quand même, eh bien c'est 8,7%. En moyenne, sur les 25 dernières années, l'or a progressé de 8,7% par an en prix. Donc si j'enlève l'inflation et les frais de ces 8,7%, il me reste quand même quelque chose pas mal. Et donc si je refais tout le calcul exactement de la même façon, eh bien j'obtiens en réalité 53 218,58 euros réels, alors que j'aurais versé 25 000 euros. Vous voyez la différence entre une assurance vie et un système qui n'est pas une assurance, puisque la société est un négociant, elle ne peut pas fournir des assurances, mais elle peut fournir un programme où vous pouvez verser des annuités ou des mensualités, et ces mensualités, vous construisez un système qui est infiniment plus favorable que les assurances vie qui rapportent en moyenne du 3%, et encore quand elles rapportent du 3%, parce que maintenant depuis 6 ans, c'est même pas 3%, c'est du moins quelque chose, parce qu'elles ne gagnent plus d'argent à cause de l'impéritie de nos gouvernants. Bon. Et donc par conséquent, vous voyez tout de suite combien l'inflation dans la monnaie joue un rôle très important,
Et c'est quelque chose dont on ne parle absolument jamais. Donc j'ai voulu faire un calcul, rien que pour vous montrer par les chiffres la différence entre ce que c'est qu'une assurance vie et ce que c'est que la même chose, à condition de verser spontanément et personnellement 1000 euros d'or, enfin de 1000 euros dans de l'or chaque année, et cet or grimpe de 8,7% en moyenne. C'est aussi simple que ça. Et donc, pour moi, c'est pas photo, quoi. Ça fait des années que je dis, mais arrêtez cette bêtise des assurances vie. Mais bien évidemment, on est tellement matraqué par le marketing des assurances vie, on a tellement l'habitude d'entendre nos parents qui disent, mais il faut prendre une assurance vie, etc. Pourquoi? Parce que les gens ne calculent pas. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la preuve mathématique et par A plus B qu'une assurance vie aujourd'hui, c'est le plus mauvais investissement qu'on puisse faire de sa vie. C'est absolument. Je suis désolé pour les gens qui viennent éventuellement de souscrire une assurance vie. Foutez le camp tout de suite et mettez cet argent dans de l'or ou de l'argent. Vous verrez, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rentable. Voilà. Ceci pour vous donner les deux fonctions de la monnaie. Donc la monnaie, c'est faire passer la valeur dans l'espace. Et évidemment, dans l'espace, ça veut dire quoi? Eh bien, aujourd'hui, ça s'appelle le dollar, ça s'appelle la monnaie électronique. Donc ça veut dire que vous pouvez faire des paiements n'importe où dans le monde, instantanément, sans perte de valeur et sans perte au cours du transport. Et la même chose dans le temps. Voilà. Donc c'est clair que l'argent papier a eu un rôle très intéressant parce que cet argent papier a permis de répondre totalement positivement à ces deux principes, sous réserve que l'argent papier ne perde pas de sa valeur à cause de l'inflation. Or, depuis que l'argent papier a été inventé, eh bien, ça a été systématiquement, depuis tous les temps, depuis les assignats en France, depuis, comment il s'appelait, Adam, non, monsieur, le gars de France, qui est l'anglais, qui a fait... John Law. Hein? John Law. John Law, c'est ça, merci. John, heureusement que j'ai ma petite femme derrière moi qui me voilà, qui est tout le temps là pour m'aider, pour me soutenir. Merci Claudie. Alors donc John Law, on vous a fait une émission à propos de John Law, c'est même Claudie qui l'a faite, et eh bien, on sait que l'argent papier, c'est quelque chose qui, comme disait le Voltaire, l'argent papier ne peut retourner qu'à sa valeur primaire, à savoir zéro. Dans le temps, c'est exactement ça. Donc, ça c'est pour ce qui concerne la partie monnaie, argent-monnaie. Maintenant, parlons du chapitre 2, c'est-à-dire le silver, d'accord? Ici, j'ai encore marqué l'argent, mais je parle bien de l'argent métal, bien évidemment. Alors, pendant 3500 ans, le métal argent, que je vais dorénavant appeler silver, a servi de moyen de paiement et de réserve de valeur. Et il y a eu 3 énormes crimes qui ont été commis contre le silver. En 1873, aux USA comme en Europe, le silver a été démonétisé. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est qu'on a enlevé au métal argent sa capacité d'être un moyen de paiement et un moyen de thésaurisation. D'accord? Donc ça veut dire qu'on a carrément ôté l'argent de tout le système monétaire du monde occidental, même du monde entier, parce que à l'époque, la Chine n'était pas du tout aussi développée que l'Occident en matière monétaire, et donc même pour la Chine, ça a été un énorme problème. On pourra en parler peut-être plus tard, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à propos de la Chine. Mais donc, à partir de 1873, le métal argent a perdu son statut de monnaie. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, le silver est en train de prendre sa revanche, et je suis bien content. Et donc, c'est de cela qu'on va continuer à parler. Et pour cela, il faut revenir à la Constitution américaine. La Constitution américaine, qui date de 1776, pardon, d'accord, prévoit explicitement que chaque citoyen peut créer de la monnaie, peut créer des moyens de paiement. Autrement dit, chaque citoyen pouvait battre monnaie ou frapper monnaie. Dans chaque État américain, à partir de 1792, il y a eu la création d'un hôtel des monnaies qui s'appelait le US Mint, d'accord? Et il y a encore un US Mint aux États-Unis, même fédéral, dans chaque État. Et donc, chaque État avait un hôtel qui frappait de la monnaie et qui n'était pas une banque centrale.
Dans la Constitution, il est marqué que le dollar standard argent peut être frappé en quantité illimitée dès lors qu'un citoyen quelconque remet son métal argent pour être frappé. Effectivement, aux États-Unis, il y a des mines de cuivre, il y a des mines de plomb, il y a des mines de cuivre et de plomb essentiellement, oui. Et sachez que l'argent est un sous-produit de ces mines. Et donc, quand il y avait des mineurs qui s'amenaient avec du métal argent, eh bien, cet argent pouvait être coulé et frappé aux frais du contribuable, et la personne repartait avec des belles pièces toutes neuves qui étaient des moyens de paiement. Et la Constitution américaine garantit le droit des particuliers d'apporter leur argent à l'US Mint, donc à la monnaie, pour être frappé en quantité illimitée. À l'époque, et ça a été pratiquement tout le temps comme ça, eh bien, le ratio or-argent était de ce qu'on appelle 1 sur 15. Ça veut dire qu'il fallait à peu près 15 onces d'argent pour avoir la même valeur qu'une once d'or. Et cela était lié à la production, puisqu'on produisait 15 fois moins d'or qu'on ne produisait d'argent. Et donc c'était très simple. Si on produisait 1000 en argent, ben on produisait 15 000 si on produisait 1000 en or, on produisait 15 000 en argent. Et ce ratio a été un ratio pratiquement standard pendant des années et des années. C'est pour ça qu'encore aujourd'hui, le ratio or-argent est très fort surveillé, puisque jusqu'il y a quelques semaines, le ratio or-argent était 1 sur 100. Donc l'argent est en train de remonter, en train de revenir vers son ratio normal de 1 sur 15. C'est ce que j'appelle la revanche de l'argent, et on va voir tout de suite comment. Bon. Alors, le peuple peut battre monnaie. J'ai retrouvé un article qui a été écrit par Peter Schiff. Peter Schiff est le fondateur et patron du plus grand hedge fund, donc le fonds d'investissement le plus grand privé américain, qui gère la bagatelle, je crois, de 1500 milliards, donc 1,5 trilliard de dollars. Et Peter Schiff est un monsieur qui a passé toute sa carrière à étudier les cycles économiques et qui a écrit beaucoup de choses super intéressantes à ce niveau-là. Bon, c'est évidemment un peu technique, mais je vous donne le texte ici de sa publication que je me suis permis de traduire sur la planche suivante. Et il dit ceci, donc je vais vous lire si vous le permettez. La Constitution américaine n'autorise pas le Congrès à imprimer de la monnaie papier. L'article 1, section 8, autorise le Congrès à frapper des pièces de monnaie, en régler la valeur, ainsi que celle des monnaies étrangères, et à fixer les normes de poids et de mesure. Donc le Congrès avait le droit de battre monnaie en argent ou en or, pouvait en définir la valeur et pouvait définir aussi la valeur des pièces américaines relativement aux pièces étrangères. Cela signifie que le Congrès pouvait prendre du métal, comme défini à l'article 1, section 10, à savoir de l'or ou de l'argent, et en faire des pièces de monnaie. Le projet initial de la Constitution autorisait le Congrès à émettre des billets de crédit. Des billets de crédit, c'était le terme utilisé par les rédacteurs de la Constitution pour désigner la monnaie papier. Mais cette clause a été supprimée de la version finale. Donc ça veut dire que le Congrès n'a pas le droit d'imprimer du monnaie papier. Donc l'article 1, section 10, stipule qu'aucun État ne peut battre monnaie et émettre des billets de crédit, ou quoi que ce soit d'autre, sauf faire des pièces d'or et d'argent un moyen de paiement. Donc la seule monnaie légale aux États-Unis, c'était des pièces d'or et d'argent, et qui étaient battues par l'US Mint, donc les hôtels de monnaie, et ces hôtels de monnaie tiraient leur or et leur argent, d'où ça? Du citoyen qui apportait son or et qui faisait battre ces pièces de monnaie. Étant donné que les États n'ont pas le pouvoir d'émettre des billets de crédit, donc de la monnaie papier, et que le Congrès ne dispose pas non plus de ce pouvoir, eh bien, ni les États ni le Congrès ne peuvent imprimer de la monnaie papier. De plus, le Congrès n'a pas le pouvoir de créer quoi que ce soit comme monnaie papier légale, et les États ne sont autorisés que d'accepter des pièces d'or et d'argent comme monnaie légale.
Donc, seul le Congrès peut frapper des pièces qui peuvent avoir cours légal que si elles sont en or et en argent. Donc, cet article dit 3 fois la même chose, à savoir que l'or et l'argent étaient les seules monnaies acceptées par... Oui, vous avez vu ceci, hein, gold is money, hein, j'adore ce bol. Donc, c'était la seule chose qui pouvait avoir cours légal aux États-Unis. Alors, pour vous illustrer cela, eh bien, je voudrais vous montrer des billets. Un billet de 1 dollar qui date d'avant 1873. Et vous voyez ici, il est marqué au-dessus Silver Certificate, ce qui veut dire certificat d'argent. Et en dessous, il est marqué $1 silver, donc 1 dollar argent, payable au porteur sur demande. Ça veut dire quoi? Eh bien, le citoyen américain pouvait avoir des billets, et s'il avait envie d'avoir du métal argent, eh bien, il rentait les billets. Et quel était l'intérêt de ceci? Eh bien, c'était un équilibrage automatique de la valeur de la monnaie. Regardez bien. Imaginez que les mines d'argent produisent tout d'un coup énormément d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de l'argent au kilo ou au gramme se met à diminuer, parce que la demande est plus ou moins constante. Si l'offre augmente, eh bien, ça veut dire que les prix diminuent. Que font les Américains à ce moment-là? Ils amènent leur argent à la banque et ils font imprimer des pièces. Mais s'ils font imprimer trop de pièces, qu'est-ce qui se passe? C'est que le prix des pièces va se mettre à diminuer parce qu'il y a trop de pièces par rapport à ce que l'économie a besoin. Donc le prix des pièces, la valeur des pièces diminue. Que font les gens? Eh bien, ils disent, je ramène mes billets, je ramène mon argent et donnez-moi des billets. Parce qu'avec un billet, j'ai $1. Et de cette façon-là, on a un système qui s'autorégule. Et Antal Fekete, ma chérie, je peux te demander un grand service? Là, dans la caisse, il y a le bouquin de Antoine Fekete, que je vous recommande vraiment, vraiment de lire. Aux éditions Jardin du Livre. D'accord, aux éditions Jardin du Livre, a écrit 2 bouquins. Merci beaucoup, ma chérie. 2 bouquins. Ces bouquins se présentent comme un lingot, vous voyez ici, et ça s'appelle Le Standard Argent, d'accord, ou Comment sauver son épargne en investissant de petites sommes dans de l'argent. Et il a écrit la même chose, Le Retour au Standard Or. Le bouquin se présente comme un lingot d'or. Ces 2 livres, si vous vous intéressez un petit peu à l'économie et à la monnaie, sont des must absolus à avoir dans votre bibliothèque, à lire, à relire et à contre-lire, parce qu'ils sont vraiment passionnants. Et Antal Fekete a été de tout temps considéré comme un des plus grands spécialistes monétaires du monde. Il est malheureusement décédé en 2020, mais c'était un monsieur qui était écouté de tous les gouvernements du monde. Malheureusement, il n'est jamais réussi à passer correctement parce que les banquiers se sont révoltés contre lui le plus possible. Ils l'ont toujours boudé. Pourquoi? Parce qu'il disait, vous êtes tous des crétins, vous êtes tous des salauds, vous êtes tous des voleurs, parce que vous organisez l'inflation, et de cette façon-là, eh bien, vous vous enrichissez sur le dos des gens à cause de l'inflation. Et lui, il disait, il faut revenir à ce que les gouvernements américains avaient prévu au départ, les fondateurs des États-Unis, à savoir, il n'y a pas lieu d'avoir une banque centrale. La seule chose qu'il faut faire, c'est une autorégulation par la quantité. Eh bien, c'est très simple, que les gens amènent leur métal contre des billets ou des billets contre le métal et le système se régule tout seul. Et donc, voici un exemple de 1 dollar. Et curieusement, eh bien, si je prends la planche suivante, eh bien, j'ai un billet de 100 dollars. Et cette fois-ci, 100 dollars, vous voyez, eh bien, c'était quelque chose qui était transformable en or, puisque vous voyez ici, gold coin. D'accord? Et aussi, il est marqué This certified, donc ceci certifie que les États-Unis doivent une pièce d'or ou des pièces d'or pour la contre-valeur des 100 dollars papier qu'il y a ici. Et donc, vous voyez que le billet de 100 dollars était considéré comme la réserve de richesse,
mais il était transformable librement en véritable or, donc les gens savaient qu'il y avait de l'or derrière, c'était pas comme de l'or papier maintenant qui est une merde absolue, et ils savaient qu'il y avait de l'argent derrière quand ils utilisaient des billets de 1 ou de 5 dollars. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, ceci est intéressant parce que historiquement, vous voyez que les choses dans la réalité se passaient exactement comme la loi le prévoyait. Et maintenant vient le premier crime contre l'argent. Le premier crime contre l'argent est en fait un crime européen au départ, parce que M. Guillaume II, empereur de Prusse, et M. Napoléon III, empereur de France, se font la guerre en 1870 et la France perd la guerre. Et lors des accords de paix, la France, enfin M. Napoléon III, signe un engagement comme quoi la France est d'accord de payer 1000 millions de francs or de dédommagement de guerre à l'Allemagne. 1000 millions de francs or à l'époque, c'est une fortune inimaginable. C'est, je ne sais pas, il faudrait, je n'ai pas fait la recherche exactement, mais si un jour vous voulez vous amuser, eh bien, demandez à l'intelligence artificielle, un franc or du temps de Napoléon, c'est l'équivalent de combien d'euros aujourd'hui? Vous allez tomber votre chaise. C'est absolument incroyable. Il se faisait que la France était extraordinairement riche en or, entre autres venant des États-Unis, et donc la France, contrairement à ce qui était dit dans le traité qui lui donnait 4 ans pour payer ses 1000 millions, a payé ça en 3 ans. Et du coup, l'Allemagne s'est retrouvée avec une quantité d'or absolument extraordinaire et aussi une quantité d'argent. Et puis, Guillaume II s'est dit, mais comment est-ce que je vais faire pour augmenter la valeur de mon stock d'or? Eh bien, c'est très simple, je vais introduire le standard, donc je simplifie parce que ce n'est pas tout à fait exactement comme ça s'est passé, mais pour que ce soit plus simple à comprendre, je vais je vais créer le standard or, et donc on va démonétiser l'argent. Les Américains et les banquiers américains, particulièrement, M. John Pierce Morgan, qui est le fondateur de la banque JP Morgan, qui est la plus grande banque du monde, il a dit, mais ça c'est absolument génial, donc on va démonétiser l'argent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont réussi à faire signer au président de l'époque, en 1873, un acte qui s'appelle le Coinage Act, ça veut dire l'acte concernant les coins, c'est-à-dire les... 10 milliards aujourd'hui. Ah ben, ça représente 10 milliards d'euros aujourd'hui. Voilà. 10 milliards d'euros aujourd'hui, d'après Grok, 1 milliard 1 million de francs, non, 1 milliard de francs. 1 milliard de francs or ne serait que 10 milliards aujourd'hui? Non, ça doit être beaucoup plus. Bon, enfin, de toute façon, il s'arrange pour interdire la frappe de monnaie argent aux États-Unis. Attention, ils ne disent pas l'argent n'est plus une monnaie. Ils disent simplement on va interdire la frappe de pièces d'argent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'automatiquement, le ratio entre l'or et l'argent a augmenté. Pourquoi? Parce que si les gens ne pouvaient plus payer avec de l'argent, des pièces d'argent, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était vendre leur argent au marché de l'argent libre, non le marché non monétaire. Mais évidemment, à partir du moment où on ne pouvait plus frapper de pièces d'argent, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le marché du prix de l'argent s'est effondré. Et donc, ça a été une baisse absolument catastrophique, organisée par les banquiers et les spéculateurs étrangers à l'époque, qui ont vendu leur argent contre de l'or, parce qu'il faut comprendre que les moyens de communication à l'époque n'étaient absolument pas les moyens de communication d'aujourd'hui. Donc avant que la nouvelle ne parvienne à monsieur et madame John Doe, qui se trouvaient quelque part au fin fond du Nevada, en train d'essayer de trouver un petit peu d'argent ou un petit peu d'or dans les terres là-bas, eh bien, et ça a mis des mois à parvenir, mais par contre, tous les gros spéculateurs étaient, évidemment, comme d'habitude, autour du gouvernement. Eux, ils savaient, et donc ils ont vendu leur argent très cher contre de l'or, se sont enrichis de façon spectaculaire contre le peuple américain, et il faut savoir que tous les rentiers et tous les retraités sont crânement morts de faim parce que leur argent ne valait plus rien.
Et donc ça a été véritablement un crime contre l'humanité que de démonétiser l'argent en 1873. Ça a été fait, donc, signé par, je ne sais plus comment, par qui. Et donc, il y a eu un livre qui a été écrit là-dessus, pardon, je dois retourner en arrière, The Coinage Act of 1873. C'est un livre ah oui, non, c'est le fameux discours de l'honorable John Sherman, qui était comment dirais-je, le sénateur du Nevada ou de je ne sais plus quel État américain qui avait des mines d'or. Et lui, il s'est dit, je vais me frotter les mains parce que plus on va pouvoir vendre de l'argent contre de l'or, plus mon stock d'or va augmenter, on va devenir très très riche. Mais évidemment, la population, ça ne l'intéressait absolument pas. Bon. Donc l'argent est passé, l'once d'argent est passée de 1,30 $ à 60 centimes de dollars en 5 ans, et ça a été véritablement ravageur pour énormément de gens. Et pourquoi est-ce qu'ils ont signé cet acte-là? Bien, tout simplement parce que le 9 avril 1865, eh bien, c'est la fin de la guerre de sécession aux États-Unis. Le président Abraham Lincoln, qui était à l'époque président du Nord, avait financé la guerre en imprimant ce qu'on appelle les greenbacks, c'est-à-dire un dos vert, dont vous voyez ici un exemplaire sur ce slide. Sur cette planche, vous voyez le billet américain du Nord qui avait été imprimé, et la couleur verte était très caractéristique. C'est pour ça qu'on appelait ça le dos vert, les greenbacks. Bon. Mais ce qui était important, c'est que quand Abraham Lincoln a édité ces billets, il les a rendus non convertibles en argent ou en or. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas assez d'argent et d'or que pour financer la guerre. Donc, il a imprimé des billets à crever, et de cette façon-là, il a créé évidemment une très grosse inflation. Et en plus de ça, il a emprunté à gogo, particulièrement encore à l'Angleterre, curieusement à l'Angleterre, parce que l'Angleterre avait déjà perdu les États-Unis, mais les Rothschild se sont vengés en lui donnant des conditions épouvantables qu'il a d'ailleurs refusées. Et c'est pour ça qu'il s'est fait assassiner, parce qu'il avait refusé les conditions de financement imposées par les banques Rothschild de Londres, qui lui imposaient des taux d'intérêt de 25 à 30% l'an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente. Bon. Pour pouvoir repartir dans la convertibilité de l'or et de l'argent avec ces billets. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que comme on ne pouvait pas avoir cet emprunt, que Abraham Lincoln s'est fait descendre, eh bien, les banquiers en ont profité pour imposer la démonétisation de l'argent, qui a été instantanément remplacé par le crédit bancaire et le standard or unique, mais le crédit bancaire, c'est-à-dire des petits intérêts que payaient évidemment tous les gens aux banquiers qui ont commencé à se des citoyens. Bon. Mais comme on avait interdit la frappe de monnaie, mais on n'avait pas interdit l'argent comme monnaie, eh bien, les billets de banque ont continué à affirmer la convertibilité constitutionnelle jusqu'en 1964. C'est-à-dire que les billets que je vous ai montrés précédemment, ici, par exemple ce billet-là, eh bien, il a continué à fonctionner jusqu'en 1964. Et évidemment, depuis 1873, il n'y a plus jamais personne qui a transformé un billet en or réel, sauf peut-être le général de Gaulle, qui, après la guerre, chaque fois qu'il a un billet, puisque c'était marqué dessus, il a demandé qu'on transforme ça en or, aux grandes dames des Américains. Bon. Mais donc, je répète, ça a provoqué une pauvreté énorme, puisque l'argent des retraites, l'argent métal, le silver des retraités ne valait plus rien, et c'était une chute vertigineuse du prix du silver, bien évidemment. Alors j'avance un peu plus vite. De 1873, on avance de 40 ans en 1913. En 1913, il y a un nouveau Coinage Act qui est signé par le président de l'époque, dont j'ai oublié le nom, Grant, je crois, non, pas Grant, c'est pas possible, et qui disait que
les hôtels de monnaie, cette fois-ci, n'avaient plus le droit de battre monnaie ni en argent, ni en or. Donc, c'était fini. Ça veut dire que les mints, aujourd'hui, c'est le département du Trésor américain, ne peuvent plus qu'émettre des obligations d'État. Je signale que chaque État américain peut émettre des obligations. Il n'y a pas que l'État fédéral. Tous les États américains, les 51 États américains peuvent émettre des obligations d'État. Et donc, leur hôtel des monnaies est en mesure et légalement peut émettre des obligations d'État, mais ils n'ont plus le droit d'imprimer de l'argent. Et donc, qu'est-ce que les banquiers ont fait? Ils se sont arrangés pour que les hôtels de monnaie ne puissent plus frapper monnaie, et du coup, il fallait une banque centrale. Donc, on a créé la Fed, qui est devenue une banque d'un consortium privé, qui est devenue la Banque centrale des États-Unis. Et pourquoi est-ce que c'est une banque privée? Tout simplement parce qu'elle a été créée pour contourner les restrictions constitutionnelles imposées au Congrès, puisque le Congrès ne pouvait pas imprimer de la monnaie papier. On a créé une banque privée qui, elle, avait le droit d'émettre de la monnaie papier. Et donc, de cette façon-là, les Rothschild ont pris complètement la mainmise sur l'économie américaine en devenant une banque privée et c'est la seule banque privée qui est en même temps banque centrale d'un pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ils sont malins parce qu'ils jouent avec la loi, ils jouent avec les termes de la loi. Ils ne bougent pas trop la loi, mais ils trouvent évidemment des moyens détournés pour pouvoir s'approprier la richesse des États-Unis. Donc ça a été le deuxième crime contre l'argent, parce que le métal argent contre le silver, parce que bien évidemment, et contre l'or, puisque à partir du moment où les États-Unis ne peuvent plus battre monnaie en pièces d'argent et en pièces d'or, les billets sont réputés, entre guillemets, être adossés à de l'or, et donc on est toujours dans le standard or, où le billet de banque américain était échangeable contre, je ne sais plus combien, je crois qu'il fallait 22 $ pour obtenir une once d'or en 1913. Et ça, c'est resté. Donc ce crime de 1913, c'est uniquement la constitution de la Banque centrale, mais ça n'a rien changé par rapport au standard or. Vient alors un autre événement qui est la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en juillet 1944, il y a une conférence qui dure 22 jours, qui s'est passée dans ce grand hôtel-là, qui existe encore et toujours, à Bretton Woods, dans le New Hampshire, et qui a réuni des délégués de 44 pays qui se sont mis à discuter de l'état monétaire du globe terrestre suite à la guerre. Bon, c'est vrai que la Deuxième Guerre mondiale a créé des dévastations absolument épouvantables, et au début de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé, c'est que approximativement toutes les banques centrales européennes non nazies ont transféré leurs avoirs en or, leur stock d'or, aux États-Unis, parce qu'ils avaient trop peur que ce soit évidemment pris par les Allemands. Donc les Américains se sont retrouvés avec 12 000 tonnes d'or qui ont été apportés comme ça en 1939, 1940, surtout 1939, 38-39, s'est retrouvé avec 12 000 tonnes d'or, plus le stock déjà existant des États-Unis. Et donc les États-Unis avaient beau jeu de dire « Ah mais les mecs, c'est très bien, vous venez demander toutes sortes de trucs, mais nous on ne va pas vous rendre votre or parce que vous nous devez tout ce qu'on vous a avancé comme argent et comme aide pour gagner la guerre. C'est votre guerre, c'était pas la nôtre, même si on a fait tuer pas mal de soldats américains. Mais donc, vous nous devez rembourser tout ce qu'on a investi pour vous permettre de gagner la guerre. Donc, ça a rendu assez furieux pas mal de gens, dont le général de Gaulle, mais ils étaient pris au piège parce que ils ne pouvaient pas récupérer leur or de toute façon. Bon. Donc, la conclusion de cette conférence a été quoi? Ça veut dire, voilà, la convertibilité des billets de banque contre de l'or est supprimée partout, sauf aux États-Unis. Et c'est pour ça
que le ministre des Finances de l'époque pouvait dire « The dollar is as good as gold », ce qui veut dire « le dollar est aussi bon que de l'or », puisque le principe c'était « vous avez des dollars et vous pouvez venir chez nous le transformer en or, mais si vous, dans vos banques, vous n'avez plus d'or, eh bien, vous pouvez convertir votre monnaie contre du dollar et du dollar contre de l'or ». Et deuxième grosse décision, ça a été de créer le Fonds monétaire international et la fameuse IBRD, qui est la Banque internationale de reconstruction et de développement. Et donc, ces accords ont été entérinés par 44 pays, et c'est en 1944 donc que le dollar devient la monnaie de réserve internationale, car elle était la seule convertible en or. Et donc, c'est ce que M. Giscard d'Estaing a appelé le privilège, l'horrible privilège des États-Unis de pouvoir effectivement contrôler toute l'économie mondiale par le dollar. Je rappelle le dilemme de Griffith, qui est un économiste belge, et qui a prouvé que cet état de choses faisait que les États-Unis devaient chaque fois avoir une balance commerciale négative si elles voulaient pouvoir continuer à dominer le monde, et qu'à un certain moment, ça allait se retourner contre elles. Eh bien, ce moment, mesdames et messieurs, est en train d'arriver, et arriver plus rapidement qu'on ne le pense. Donc, c'est la fin annoncée de l'empire économique américain. Et enfin, le dernier crime, ça a été le crime de 1971, puisqu'en 1971, on est en pleine guerre de Vietnam. Les États-Unis ont déjà dévalué le dollar de presque 27%. Ils ne peuvent plus tenir, ils dépensent des sommes abominables, et donc ils font tourner la planche à billets, et ils font tellement bien tourner la planche à billets que la convertibilité du dollar de 22 dollars pour une once d'or ne peut plus absolument tenir. Et donc, il dit deux choses. Un, on supprime la convertibilité du dollar en or. Donc maintenant, l'or devient ce qu'on appelle une relique barbare. Ce n'est même plus une monnaie, c'est démerdez-vous avec votre or, on n'en a rien à cirer. Et le dollar dévalue, puisque c'est à ce moment-là qu'est acté la valeur du dollar par rapport à l'once d'or, à savoir 42,22 dollars contre une once d'or, ce qui est encore et toujours le prix de l'or qui est inscrit au bilan des États-Unis, puisque leurs 8000 et des tonnes d'or sont enregistrées à 42,22 dollars l'once d'or. Voilà. Donc je vous renvoie à mon live d'il y a quelques semaines où je vous ai expliqué la possibilité pour le président américain Trump de réévaluer l'once d'or ou les onces d'or, les 816 millions d'onces d'or que possèdent les États-Unis, soit au prix du marché d'aujourd'hui, soit même un prix bien supérieur pour pouvoir gérer quelque peu le problème de la gigantesque dette des États-Unis. Donc ce que vous voyez ici, c'est un billet de 100 dollars découpé en fonction du prix ou du nombre de onces d'or qu'un billet de 100 dollars peut procurer. Voilà. Donc en 1900, 100 dollars achetaient 150 grammes d'or. En 1971, 100 dollars, on pouvait encore acheter 82 grammes d'or. Aujourd'hui, avec 100 dollars, vous avez la chance de pouvoir acheter un petit peu moins de 2 grammes d'or. C'est vous dire la perte de valeur du dollar à cause de l'inflation. Et donc c'est toujours l'inflation qui est notre ennemi numéro un, dont personne ne parle, ou dont on parle très peu, comme si ça n'avait pas d'importance. Ah oui, c'est normal qu'on ait une inflation de 2%. Mais ça ronge notre pouvoir d'achat, ça ronge notre richesse de façon épouvantable, et ça, les gens ne s'en rendent absolument pas compte. Alors, je voudrais parler donc aujourd'hui du silver et un petit peu l'historique du silver et où nous en sommes aujourd'hui. Quelle heure il est là maintenant ? 20h59. Oh, j'ai déjà parlé 1 heure. Bon, j'en ai que pour 20 minutes. Bon. Alors, les mines d'argent,
il faut savoir que dans le monde, il n'y a pas réellement de mine d'argent. L'argent est un sous-produit de mines de cuivre, de plomb, de zinc, etc., etc. On en trouve en grande quantité dans ces mines-là, et donc officiellement, des mines d'argent n'existent pas. Mais, comme je dis, c'est un sous-produit. Quels sont les principaux pays en pourcentage de production mondiale? Eh bien, la Pologne est le plus grand producteur d'argent, avec 43 millions d'onces en moyenne de production annuelle. Le Mexique avec 33 millions d'onces, donc MOZ c'est millions de onces, d'accord. Et ce que vous voyez comme photo ici, c'est la plus grande mine à ciel ouvert d'argent qui se trouve quelque part au centre de Mexique. Et c'est absolument gigantesque et qui produit à elle toute seule pas loin de 20 millions d'onces Mais malheureusement, c'est la deuxième plus grosse mine du monde. Eh bien, on a déclaré parce qu'on ne trouve pratiquement plus de minerais, ni de cuivre, parce qu'au départ c'est une mine de cuivre, on ne trouve plus de cuivre, et donc par conséquent on ne trouve plus d'argent non plus. Et ça, c'est un très très gros coup, parce que vous imaginez bien qu'une mine qui représente à elle toute seule pas loin de 15-17% de la production mondiale, si cette mine s'arrête, ça fait évidemment un énorme trou. Bon. La Bolivie, qui produit à peu près 13 millions d'onces, le Pérou 11 millions d'onces, et puis vous avez pas mal de pays, surtout l'Alaska, l'Australie, la Russie, qui produit aussi, mais en quantité moindre, bien évidemment. Et la demande totale par rapport à la production, on va le voir tout de suite, c'est de 1,16 milliard d'onces, dont l'industrie qui prend 59% de la production, et ça représente à peu près 681 millions d'onces d'argent qui sont demandées chaque année par l'industrie. Pourquoi est-ce que cette demande est en hausse exponentielle? Eh bien parce que l'argent a des propriétés véritablement exceptionnelles, à savoir une très forte conductivité électrique et thermique, supérieure à toute autre chose, une énorme réflectivité. Les miroirs sont faits avec de l'argent, et donc les grands miroirs qu'on voit dans l'espace, etc., se sont faits avec de l'argent, des feuilles d'argent, et ça a des qualités antibactériennes très importantes. L'argent est effectivement utilisé dans la santé humaine. Alors, pour faire quelques pourcentages, 29-30% de la demande mondiale est exclusivement liée aux panneaux solaires. D'accord? C'est gigantesque et c'est en augmentation de 30% par an depuis 5 ans. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, chaque année, ça augmente de 30% cette demande. Pourquoi? Parce qu'on va de plus en plus vers le solaire. La fameuse, comment ça s'appelle, rééquilibrage énergétique, ou je ne sais plus comment ça s'appelle cette connerie, eh bien, ça fait qu'on ne fait que demander de plus en plus d'argent dans l'énergie solaire. L'énergie électronique et électrique, très très important. On fait de plus en plus d'ordinateurs. L'intelligence artificielle fait exploser la demande d'argent parce que, vous vous rendez bien compte, des centres de calcul, c'est énormément de connectiques, etc., etc. Donc, les circuits imprimés, c'est absolument extraordinaire. Donc, c'est 250 à 300 millions d'onces. Là aussi, une augmentation de la demande spectaculaire. Bon, la bijouterie et l'orfèvrerie, c'est assez standard, assez plat. C'est toujours 200-210 millions d'onces demandées pour la bijouterie. Et alors, maintenant, il y a un autre secteur qui est en explosion énorme, c'est les batteries. Vous voyez d'ailleurs la petite photo ici en haut à droite, le petrol killer. Eh bien, il dit, cette batterie est le petrol killer. Samsung vient d'inventer des batteries qui permettent aux voitures, de ne plus exploser, de ne plus brûler, etc., mais surtout qui offrent une autonomie 3 à 4 fois supérieure aux batteries actuelles, à savoir rouler 1000 ou 1200 km sur une seule charge, ce qui va évidemment concurrencer la voiture thermique. Mais surtout, ces batteries, dans chacune de ces batteries, et pour qu'elles fonctionnent, il faut 1 kg d'argent. 1 kg d'argent. Vous imaginez un peu le million de batteries que Samsung veut construire pour l'industrie automobile électrique. Ça va faire exploser la demande, qui est déjà beaucoup trop importante par rapport à la production. Bon, et puis vous avez encore d'autres types d'utilisation, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Simplement pour vous dire que
la demande de l'or totale est en augmentation de près de 20%. Et les projections sont que la demande va continuer à augmenter de 20-25% chaque année. Donc pendant quelques années, c'est absolument énorme. Et donc vous voyez ici les graphiques, la ligne rouge, c'est la demande totale jusqu'en 2025, voilà. Et ici, on sait que pour 2026, ça va monter, 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 monter. Et l'offre, c'est-à-dire la production d'argent, eh bien, c'est la ligne bleue. Donc vous voyez que le gap, donc la distance entre la ligne rouge et la ligne bleue ne fait qu'augmenter, et c'est absolument structurel. Les mines sont en déclin. Il y a une augmentation colossale de la demande pour les panneaux solaires, les smartphones, les batteries, etc., etc. Le recyclage de l'argent est extrêmement compliqué. On ne recycle en réalité que 19 à 20% de l'argent qu'on met dans les produits industriels. Donc ça veut dire que 80% de l'argent qu'on met dans les produits industriels qui sont obsolètes, eh bien, on ne les récupère jamais. C'est de l'argent perdu, définitivement, sauf si on peut trouver évidemment de nouvelles techniques de récupération. Et la ligne verte, c'est la demande industrielle, et vous voyez que cette demande industrielle, elle ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Donc, je vous ai mis en tableau ici l'offre depuis 2000, 2010, 2015, 2023, 2025. Vous voyez que l'offre est approximativement stable, sauf une pointe en 2015 à 1000 millions d'onces. Eh bien, pour 2026, on prévoit... Oh là, qu'est-ce que j'ai fait là? Je suis désolé. Pour 2026, on prévoit de nouveau de dépasser largement les 1000 millions d'onces de demande, avec une production mondiale qui ne fait qu'affaiblir et qui sera estimée à 820, 830 millions d'onces, pas plus. Et maintenant vient un facteur qui jusqu'à présent n'était jamais le cas, eh bien, c'est que pendant toutes les années, jusque mi-2025, eh bien, quand il y avait une surproduction ou des réserves, ces réserves étaient stockées à deux endroits principalement, à savoir au London Bullion Market Association, donc stockées physiquement, et principalement au COMEX. Le COMEX, c'est le marché à terme, donc le marché qui régule les contrats à terme, qui se situe à New York. Eh bien, mesdames et messieurs, depuis juillet 2025, ces stocks sont vides. Et ça, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que les stocks servaient de tampon. Quand il y avait une grande demande, on puisait un peu dans les stocks, mais on arrivait toujours à reconstituer les stocks. Aujourd'hui, on ne peut même plus reconstituer des stocks. Donc ça veut dire que le marché est à flux tendu. Et comme il y a une pénurie énorme d'argent par rapport à la demande, mais que fait le prix? Il flambe. Voilà la revanche de l'argent. C'est qu'on a beaucoup utilisé l'argent et on en utilise de plus en plus. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que c'est très difficile d'encore se procurer de l'argent. Or, qu'est-ce qu'on a constaté? C'est qu'il y avait insuffisance d'offres structurelles depuis des années, mais pourtant les prix étaient maintenus bas. Comment est-ce possible? Quand l'offre il y a trop peu et qu'il y a une énorme demande, normalement le prix doit monter. Et pourtant le prix ne montait pas. Eh bien, tout simplement parce que pendant des années, eh bien, on a complètement manipulé le prix de l'argent, comme on a manipulé le prix de l'or aussi. Et je voudrais dire maintenant à toutes les personnes qui me disent « Oui, mais quand vous nous proposez d'acheter de l'or, est-ce que c'est de l'or papier ?» Je vous ai dit depuis 2 ans, je ne veux pas toucher à cette saloperie d'or papier. Parce que l'or papier a justement été un des moyens de manipulation du marché. Comment? Imaginez que vous avez 1000 kilos d'or quelque part, une tonne d'or, et que c'est, on va dire, dans une banque centrale. Cette tonne d'or, elle est louée à des sociétés qui émettent de l'argent papier, des certificats d'or papier. Mais ils savent très bien que, statistiquement, combien de personnes demandent réellement de l'or quand ces certificats arrivent à échéance? Pas même 5%. Donc,
qu'est-ce qu'ils ont fait, les banquiers? Ils se sont dit, ben, c'est génial, on va pouvoir vendre 20 fois plus d'or papier qu'il n'en existe réellement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils vendent ces 20 fois plus à d'autres banques qui font exactement la même chose, parce que leurs clients aussi, il n'y a que 5% de leurs clients qui demandent de l'or. Donc elles vendent aussi 20 fois plus d'or papier. Et donc on sait que maintenant, il y a entre 300 et 5 fois plus d'or papier qui n'en existe réellement sur Terre. Et pour l'or, c'est encore pire. C'est 800 à 1000 fois plus. Et donc, qu'est-ce que les banques faisaient pour éviter que tout d'un coup le prix n'augmente et qu'elles soient mises dans des difficultés? Eh bien, elles faisaient ce qu'on appelle des contrats à terme short. C'est-à-dire qu'elles vendaient de l'argent à terme en promettant de livrer de l'argent qu'elles ne livraient jamais parce que beaucoup de ces gens qui achetaient ce genre de papier eh bien, achetaient et étaient contents de régler le système avec de l'argent cash, des billets, donc des transferts bancaires, plutôt qu'avec de l'argent ou de l'or réel. Et donc, de cette façon-là, en émettant énormément de papier, argent qui ne reposait sur rien, mais ça donnait une illusion qu'il y avait un stock illimité d'argent, et de cette façon-là, le prix restait très bas. Et donc, il y a eu deux grandes manipulations, c'est ce qu'on appelle la vente massive d'argent papier et le spoofing. Le spoofing, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est placer de très gros ordres de vente, par exemple, que les traders annulent ensuite pour tromper le marché. D'accord? Si dans un marché, vous avez, je ne sais pas moi, 1 million d'acheteurs, ou on va dire 100 000 acheteurs, qui veulent acheter chacun 10 kilos, ça fait 1 million de kilos, et derrière, il y a des vendeurs qui ont 1 million, mais comme pour faire baisser le prix, et bien tout d'un coup, il y a un vendeur qui dit « Ah non, moi, j'ai pas de problème, moi, j'ai pas 1 million de kilos, j'ai 3 millions de kilos d'argent, je les vends. » Ben, automatiquement, le marché, les prix s'effondrent, et après, il dit « Ah non, non, je vends plus, je vends plus. » Mais entre-temps, le prix avait baissé. Et je vous signale que la banque JP Morgan a été condamnée à payer 920 millions de dollars d'amende pour spoofing qu'elle a soigneusement fait et pratiqué de 2008 à 2016, c'est-à-dire 8 ans. Elle a été condamnée en 2020 à 920 millions de dollars. On a fait le calcul que ces 920 millions de dollars d'amende, ça ne représentait même pas 3 mois de gains que cette banque a réalisé en pratiquant ce genre de pratique. Et je vous signale qu'il y a d'autres banques, particulièrement UBS en Europe, Deutsche Bank, HSBC, qui ont été inquiétées et condamnées aussi dans une moindre mesure. Donc, ce sont des pratiques régulières, parfaitement dégueulasses, parfaitement malhonnêtes, mais malheureusement, c'est comme ça. Et maintenant, l'argent prend sa revanche. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut d'abord que vous compreniez ce que c'est qu'un contrat à terme. Un contrat à terme, c'est un jeu à somme nulle. Dans ce marché, quand quelqu'un vend, il ne peut vendre que s'il y a un acheteur. Inversement, si quelqu'un achète, il ne peut acheter que s'il y a quelqu'un qui est prêt à vendre. Bon. Donc il y a des gens qui parient sur le fait que le prix de l'argent va monter ou que le prix de l'argent va baisser. Il y a aussi des gens, comme JP Morgan, qui disent « je vais faire baisser artificiellement le prix de l'argent en disant « dans 20 jours ou dans un mois, je vais vendre je ne sais combien de centaines de tonnes d'argent. » Du spoofing, d'accord? Ou carrément avoir des contrats short, c'est-à-dire de la vente à terme. Alors, je voudrais que vous compreniez ce que c'est qu'une vente à découvert. Quand on dit « je vais shorter », ça veut dire « je vends aujourd'hui quelque chose que je ne possède pas, mais que je m'engage à livrer plus tard. » Par exemple, dans un mois. J'encaisse l'argent au moment où je dois livrer, d'accord? Et je vais faire quoi? Ben, je fais ça parce que je parie sur une baisse du prix. Si je dis je vous vends 1000 tonnes d'argent dans un mois, est-ce que vous êtes prêt à acheter ces 1000 tonnes au prix qu'on décide aujourd'hui? Imaginons que je dis le prix c'est 50 dollars l'once. Bon, ben, je vends, on va prendre 1000 onces pour faire facile, 1000 onces à 50 dollars,
ça fait 50 000 $. Donc, je m'engage à vous livrer 1011 d'argent dans un mois, et vous vous engagez dans un mois à me payer 50 000 $. Si le prix a véritablement baissé, par exemple, si l'argent n'est plus qu'à 45 $, eh bien, je vais acheter de l'argent ce jour-là à 45 $, je vais le vendre à 50 $, et je refais 1000 fois 5 $ de bénéfice, soit 5 000 $. Inversement, si je parie sur la hausse du prix, j'achète à découvert, c'est ce qu'on va dire se positionner en long, d'accord? J'achète aujourd'hui quelque chose que mon vendeur s'engage à me livrer plus tard, mais à la livraison, je m'engage à payer le prix convenu. Si je parie sur la hausse, eh bien, si je dis, voilà, je suis prêt à vous payer 45 $ l'once, il me livre les 1011 à 45 $, instantanément, je peux les vendre à 50 $. Donc, j'ai fait un bénéfice aussi. Et donc, de cette façon-là, je prends des positions de pari, je fais un pari. Donc, si je me mets en short, c'est-à-dire que je vends avec livraison à terme, eh bien, si j'achète moins cher que je ne vends, je fais un profit. Par contre, si je dois acheter plus cher que je n'ai vendu, je fais une perte. Inversement, si je me positionne en long, j'achète à terme, donc j'achète contre un prix convenu avec livraison plus tard. Eh bien, si je peux vendre moins cher, je fais si je vends moins cher, je fais une perte. Et si je peux vendre plus cher, je fais un profit. Donc j'espère que c'est compréhensible ce que c'est qu'un contrat à terme. Sachez que les contrats à terme en argent, un contrat à terme est égal à 5011, soit à peu près 155 kilos. D'accord? Donc c'est quand même des petites sommes. Bon. Il se fait que depuis le 9 octobre 2025, il y a un phénomène très particulier qui s'est fait jour et qui est devenu constant et qui indique évidemment une crise structurelle de l'offre d'argent. Je dis bien une crise structurelle. Ce phénomène, ça porte un nom abominable qui s'appelle backwardation. D'accord? Il y a contango et backwardation, c'est des termes abominables, mais bon, je dois bien les utiliser parce que si un jour vous lisez ces termes-là, vous devrez comprendre ce que c'est. Eh bien, c'est extrêmement simple. Dans un contrat à terme, voici sur l'ordonnée le prix de mon contrat à terme. Si je me dis que le prix va être moins cher plus tard, je vais me mettre en position de vente. Donc je me vends aujourd'hui contre un prix X dans l'espoir de pouvoir acheter moins cher plus tard. C'est la ligne rouge que vous voyez ici. Donc là, je fais un bénéfice. Inversement, si je fais un prix, j'achète, ben, j'achèterai moins cher en espérant vendre plus cher. Mais qu'est-ce que c'est que le backwardation? Eh bien, c'est que le prix d'une vente à terme ou d'un achat à terme est inférieur au prix d'aujourd'hui. Normalement, le prix à terme doit toujours être supérieur au prix d'aujourd'hui. Si je vous achète de l'argent aujourd'hui, on se met d'accord sur un prix qui est par exemple 44 $. Si je vous dis, oui, mais je ne suis prêt à acheter votre argent que vous avez chez vous que dans un mois, vous allez me dire, bon, d'accord, mais c'est 44 $, plus 1,5 $ de frais de stockage, plus 3 $ d'assurance, plus 5 $ de transport pour aller jusque chez vous, plus vous me faites courir un risque parce qu'il est possible que le prix, baisse, mais il est aussi possible que le prix monte. Donc là, j'aurais perdu de l'argent. Donc, tous les contrats à terme, normalement, on négocie une quantité X d'argent ou d'or à un prix à terme supérieur que ce qu'on peut négocier pour un prix d'aujourd'hui. Ça tombe sous le sens. Eh bien, le backwardation, c'est l'inverse. Ça veut dire que le prix spot, le prix d'aujourd'hui, est plus cher que le prix dans le futur. Alors vous allez me dire, c'est quand même pas possible. Si, c'est possible, parce que si les acheteurs d'aujourd'hui
se rendre compte qu'il est possible que dans le futur, mon vendeur ne puisse pas livrer parce qu'il ne peut même pas s'approvisionner, vu le déficit structurel qu'il y a dans le marché, qu'on ne peut plus trouver de source. Eh bien, à ce moment-là, moi je suis dans la panade, lui il est aussi, mais je m'en fous de lui, moi je suis dans la panade, et moi j'ai besoin de mon produit aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Samsung, par exemple, vient de payer des millions de dollars à des mines mexicaines pour se garantir 2 ans d'exclusivité de livraison de ces mines-là. Et elles sont prêtes à payer bien plus cher que ce qu'elles devraient payer avec un contrat à terme. Donc, la peur de ne pas être livré, ou la peur quand je ne trouve plus de vendeurs. Parce que, qu'est-ce qui se passe maintenant? Eh bien, regardez dans l'or. Aujourd'hui, l'or est entré en backwardation aussi. Pourquoi? Mais parce que les gens qui ont de l'or, même si on leur offre un prix supérieur à ce qu'on voit dans le marché maintenant, disent non, 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 moi je ne vends plus rien parce que j'ai plus du tout confiance dans le dollar et j'ai plus du tout confiance dans l'euro. Donc je m'en fous du prix que vous me donnez, je ne lâche pas mon or parce que mon or c'est ma sécurité à moi. Et donc par conséquent, s'il n'y a pas de vendeur, ben, il n'y a pas d'acheteur. Et si les acheteurs ont besoin, particulièrement pour l'industrie, je rappelle que l'argent est utilisé à 59% dans l'industrie. L'industrie a absolument besoin d'argent pour continuer. Un producteur de panneaux solaires, il fait un calcul tout simple. Il dit, aujourd'hui, un panneau que je vends, je dis n'importe quoi, 600 euros, quelle est la part de l'argent dans ces 600 euros? Aujourd'hui, c'est 20 euros. Bon, si je dois payer 40 euros, c'est-à-dire le double, je m'en fous, je paye les 40 euros et je vendrai mon panneau à 620 euros, c'est-à-dire 20 euros plus cher, il n'y a personne qui discutera. Et donc, par conséquent, les acheteurs, eux, ils achètent à n'importe quel prix. Et du coup, le prix aujourd'hui est plus élevé que le prix du futur. En quoi est-ce que c'est important? Je rappelle que les banques ont manipulé le marché en vendant des contrats à terme tellement importants qu'ils arrivaient à faire baisser le prix au moment où ils devaient réaliser leur contrat. Donc ils vendaient quelque chose à 50 dollars et les ordres étaient tellement gigantesques qu'ils arrivaient à faire baisser les prix parce que de l'autre côté, il y avait des acheteurs qui étaient l'industrie et qui disaient « Ouais, c'est génial, on fait baisser les prix, donc moi je vais acheter ma matière première beaucoup moins chère. » Eh bien aujourd'hui, les acheteurs ne se laissent plus berner. Résultat des courses, eh bien, le marché de l'argent est en crise totale, c'est la panique absolue partout, et je vais vous expliquer ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est la revanche de l'argent. Alors, pourquoi est-ce que les banques faisaient ce genre de manipulation? Pour protéger le dollar, et surtout pour empêcher la population de s'intéresser au silver comme outil de trésorerie au lieu de acheter des assurances vie, des livrets A, des PEA, etc. Aujourd'hui dégueulasses qui ne rapportent rien. Et si on prend l'inflation, qui font perdre même de l'argent, mais évidemment, comme on est bien manipulé à travers la communication, on n'y pense pas, on ne calcule pas l'inflation dans le système, et du coup on se fait berner. Et donc, il y a des intérêts industriels, des intérêts gouvernementaux, des profits pour la banque, et aussi pour maintenir le ratio or-argent élevé, pour éviter que la population ne redemande le retour au double standard or et argent. Or, c'est ce qui risque de se passer aujourd'hui. Alors, justice est rendue au silver, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le COMEX, donc New York et le LBMA Londres, manipulent le marché du silver et de l'or en faisant quoi? Ils enregistrent, par exemple, tous les contrats ETF, c'est-à-dire tout l'or papier. Mais cet or papier n'existe pas. Il y a peut-être 5% de tout l'or papier qui est de l'or réel. Donc c'est une manipulation énorme. Elles avaient des réserves de métal physique dans leur coffre et elles acceptaient d'enregistrer des contrats à terme, short, c'est-à-dire des ventes à terme à la baisse, sans limite. Le problème, c'est que depuis le 9 octobre 25, le silver est en backwardation, le prix spot, c'est-à-dire le prix ici, est plus élevé que le prix à terme.
Et vendredi 19/12/2025, il s'est passé quelque chose qui a drastiquement changé la donne. À savoir, le prix de l'argent s'est mis à monter, monter, monter. Or, les contrats à terme enregistrés dans le commerce, dans leur immense majorité, prévoyaient un prix de l'argent, livraison dans un mois, à 65 euros. Quand le prix s'est mis à monter et à dépasser 65 euros, vous comprenez bien que les banques se mettent à avoir peur. Pourquoi? Parce que si elles ont vendu déjà de l'argent à 65 euros et elles doivent le racheter à terme à 66, 67, 68, 69 euros. Donc chaque euro qu'il y a de plus, sur 155 kilos, parce qu'un contrat à terme c'est minimum 155 kilos, 5000 onces, ben vous imaginez 5000 onces fois 1 dollar, ça fait 5000 dollars, c'est pas encore énorme. Mais si vous avez des millions d'onces que vous avez vendues à terme sans les posséder, ça commence à faire un sacré nombre de millions. Bon. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de marge de manœuvre parce que les stocks sont vides. Et donc, de cette façon-là, les banques et les traders short commencent à perdre beaucoup d'argent. Le 19, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le prix de l'argent a dépassé les 65 euros. Et à ce moment-là, il y a eu quelques baleines, qu'on appelle des très grosses banques, comme des banques européennes, des banques américaines, qui ont vendu, qui ont lancé des contrats short, c'est-à-dire des ventes à terme, pour des millions et des millions et des millions d'onces. Le problème, c'est que le prix n'a pas baissé. Le prix est resté à 65, il a monté à 66, 67, il s'est arrêté à 68,65 dollars l'once. Il y a des banques américaines, plus prévoyantes que les banques européennes, ont senti venir le coup parce qu'elles se disent, bon, le marché de l'argent est structurellement déficitaire, donc il faut changer notre position. Et de position short, elles sont passées à position net long, c'est-à-dire qu'elles ont encore des contrats en short, mais elles ont plus de contrats longs, donc ça veut dire qu'elles sont globalement protégées. Il faut savoir que la seule banque JP Morgan détient 40% des contrats de COMEX. 40%. Et les contrats de commerce, ça représente des millions d'onces d'argent qui sont engagés dans des contrats à terme qui n'existent pas, hein, je vous le signale. C'est toujours de l'argent qu'il faudra les livrer au moment de l'échéance du contrat. Mais aujourd'hui, ça n'existe pas. Bon. Pendant 10 ans, elle a maintenu le prix de l'argent bas par des shorts, des shorts longs, c'est-à-dire des shorts à long terme, voilà, et elle a profité des prix bas pour accumuler, tenez-vous bien, la bagatelle de 750 millions d'onces d'argent physique, c'est-à-dire pratiquement un an de production mondiale. Et de cette façon-là, elle a aussi créé une pénurie artificielle. Donc la banque Morgan possède 750 millions d'onces d'argent répartis un peu partout dans les États-Unis, sur lesquels elle s'est assise et elle attend tranquillement que le prix monte et monte et monte pour vendre ces 750 millions. Elle a quand même essayé et participé à la tentative de faire baisser les prix vendredi dernier. Ça n'a pas fonctionné. Et donc, voilà, maintenant, elle attend tranquillement. 3 autres grandes banques américaines, à savoir Citicorp, Bank of America et Goldman Sachs, qui étaient traditionnellement en position short-long, eh bien, sont devenus long-long, c'est-à-dire ils ont reviré, ou à tout le moins, elles sont restées neutres. Alors les chiffres sont épouvantables. Regardez. Les banques non US, donc les banques non américaines, ont, depuis vendredi dernier, 215 millions d'onces en short, c'est-à-dire qu'elles se sont engagées à livrer 215 millions d'onces dans un mois à un prix de 65 dollars. Aujourd'hui, non, vendredi dernier, le prix était de 68,5 dollars. Aujourd'hui, le prix a frôlé les 70 dollars et il est tout à fait certain que la semaine prochaine, le prix va encore augmenter. Eh bien, sachez que ces banques non US, vendredi, si elles devaient livrer le silver vendredi,
elles auraient déjà perdu 14 milliards 727 millions de dollars. Donc j'ai fait un petit calcul. À 70 dollars, elles perdront 15 milliards. À 100 dollars, 21,5 milliards. À 150 dollars, elles perdent 32,250 milliards. Et ce ne sont pas des banques centrales, ce sont des banques commerciales. Donc, les banques commerciales n'ont pas des montants, elles ne peuvent pas faire fonctionner la planche à billets. Donc, elles pourront peut-être faire appel à la Banque centrale européenne s'ils sont en danger, mais je vous signale que tout ce système est un système qui va commencer à s'auto-nourrir. Parce que pour honorer leur contrat, pour pouvoir livrer quelque chose, elles devront acheter à n'importe quel prix. Elles devront encaisser des pertes colossales, mais elles doivent livrer, parce que si elles ne peuvent pas livrer, qu'est-ce qui va se passer? On va les mettre en faillite. Voilà. Et le prix du silver va continuer à grimper et grimper et grimper. Donc on est tout à fait certain qu'il y a quelques faillites bancaires en perspective. Quelles banques? Essentiellement des banques européennes, qui se sont fait berner, qui ne font pas attention, je suis désolé, hein, mais les banquiers européens, à ce niveau-là, c'est des cons, quoi. Bon, et donc, par conséquent, eh bien, sachez, mesdames et messieurs, qu'il est tout à fait possible que la crise en Europe démarre avec les pertes bancaires sur des millions d'onces d'argent que ces banques ne pourront pas livrer. Et ça va probablement, et je l'espère en tout cas, accélérer la chute de l'Europe. Alors, quelles sont les autres victimes? Bien évidemment, tout ce qui est or et argent papier. Donc, si vous avez de l'argent papier ou de l'or papier, de grâce, vendez ça tout de suite. Parce que je vous garantis que ça ne va pas durer une semaine et vous allez voir les prix qui plongent. Et les derniers qui resteront avec leur argent papier eh bien, pourront transformer leur beau contrat en papier WC. C'est la seule chose à quoi ça pourra servir encore, parce que ce sera perdu. Et je vous signale qu'il y a entre 500 et 800 fois plus d'or et d'argent en papier qu'il n'en existe réellement. Donc c'est mathématique. Il y a un nombre incroyable de gens qui vont se casser la gueule. Mais il y a aussi énormément de sociétés qui vendent des ETF qui vont se casser la gueule aussi. Donc la crise va être monumentale, mais monumentale, grâce à ça. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous êtes tout le château de cartes qui est en train de s'effondrer. Voilà. Je voulais vous dire ceci parce que ceci est c'est énorme ce qui est en train de se passer. On ne se rend pas compte parce que ça ne paraît jamais dans les journaux, personne ne sait que ça, mais ce qui est en train de se passer derrière nous, et c'est particulièrement le shadow banking. J'ai fait une émission à propos de la Banque de Londres, et bien on est en plein là-dedans, dans la Banque de Londres, et comme les banques réelles sont les garants des banques de Londres, eh bien, par ricochet, ça va casser partout, de partout, partout. Ça ne va pas durer un mois avant qu'on commence à avoir des sérieuses fissures et probablement déjà des faillites bancaires qui vont être annoncées. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles pour ceux qui détiennent de l'or ou de l'argent? Eh bien, sachez que la société chez qui Claudie et moi avons mis nos billes, eh bien, a décidé quand même de démarrer donc la vente de lingots d'argent, pas des pièces, des lingots d'argent, et s'est assuré une livraison absolument certaine. Donc même, ça c'est important parce que c'est un négociant très important, et il s'est assuré une livraison. Donc même s'il y a des shortages, comme est-ce qu'on dit, trop peu, des pénuries à droite et à gauche, cette société va pouvoir être livrée. Et donc nous allons pouvoir acquérir du silver dès la deuxième semaine du mois de janvier, normalement, peut-être même avant, mais je ne vais pas m'avancer. D'accord? Ce sera le même système que pour ceux qui sont déjà clients de cette société pour l'or et les pierres précieuses, donc la même chose. Ce sera de la vente par gramme et milligramme avec un minimum de 1 000 euros. Exemption de TVA, important, c'est 20% du prix qui vous est donné, littéralement. Stock hors d'Europe communautaire pour être absolument garanti que l'État ne puisse pas mettre la main dessus. Surveillé par notaire et audité par notaire pour être
garantit que cet argent, c'est bien de l'argent et pas quelque chose d'autre, et des frais absolument ridicules par rapport à ce que, enfin, par rapport au montant. Et donc, sachez que les prix vont monter en 2026. On s'attend normalement pour fin 2026, peut-être 2027. Tout dépendra de la production qu'on réussira à faire en 2026. Est-ce qu'on va atteindre les 1000 millions d'onces demandées très très faible chance, mais peut-être qu'on va pouvoir augmenter encore un peu la production. Mais donc ça veut dire que les prix vont augmenter, ça c'est sûr, on entend une très très forte hausse, et ça ne nous étonnerait pas du tout que d'ici quelques temps, je ne vais pas dire un an, mais un an et demi peut-être, eh bien on retourne au ratio normal de 15 onces d'argent pour une once d'or. Aujourd'hui, on est à 69 onces d'argent pour une once d'or. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite un excellent Noël et Je vais parler 2 minutes. ah voilà. Et Claudie va va terminer, voilà, en vous parlant de 2 livres. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, je voulais vraiment vous communiquer ça pour Noël. Tout d'abord, je vous souhaite un très 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 joyeux Noël. Alors, si vous avez encore quelques cadeaux à faire pour Noël ou pour Nouvel An, voilà, je vous conseille Saint-Jude, extraordinaire. Donc, quelles que soient vos croyances, vos religions, bouddhistes, musulmans, athées, tout ce que vous voulez, Saint-Jude répond à toutes les demandes. Il est absolument incroyable. Il est devenu le numéro 1 aux États-Unis. Voilà, des super saints. Prier, donc il est devenu il est fantastique, il est incroyable. Moi j'ai des miracles tous les jours avec lui. Et puis donc le Jardin des Livres, voilà, www.lejardindesLivres.fr. Donc fantastique, c'est très très drôle, très amusant, génial. Et deuxième livre du Jardin des Livres, alors là c'est un véritable, comment vais-je dire, c'est un Indiana Jones. Voilà, c'est fabuleux. C'est un véritable Indiana Jones. Donc c'est une archéologue qui a découvert la tombe de Saint-Pierre. Voilà, qui a découvert la tombe de Saint-Pierre. Ça se lit comme une enquête policière, un livre d'aventure. C'est absolument fabuleux. Donc ça c'est Saint-Jude, ok. Donc la tombe de Saint-Pierre, toujours aux éditions du Livre. Donc parmi les 2 grandes découvertes majeures archéologiques, il y a eu 3. Et il y a eu Toutankhamon, mais ça dépasse tout. Voilà, donc ils ont retrouvé au Vatican la tombe de Saint-Pierre prouvée avec les techniques d'aujourd'hui et tout, et des restes, donc les ossements de Saint-Pierre. Donc c'est absolument fabuleux. Voilà, la découverte de la tombe de Saint-Pierre au Jardin des Livres. Donc je vous encourage vivement à acquérir ces 2 livres pour Noël, ils sont super sympas. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un joyeux Noël. Voilà, donc on termine là-dessus. Merci infiniment de votre attention et à nouveau, joyeux Noël et bonne année. Et on se retrouve, nous, ensemble, le 7 janvier prochain pour la 52e émission de Alliance Éco. Merci à vous. Bonne soirée. Alors, on va tout de suite remettre... Ah non, c'est celui-là.